qu'on veut installer à Diamniadio va permettre d'avoir des immeubles d'incubation. On va avoir des immeubles précarés, prêts à l'emploi. Donc, pour accueillir les grandes entreprises, toutes les entreprises qui vont venir s'installer au Sénégal seront accueillies dans cet espace-là. Et à côté, vous avez l'université qui a été inaugurée hier, l'université de Dakar, qui est juste à côté. Vous avez l'université du savoir, l'université du futur qui est là également. Et toutes les communautés, les 38 000 logements qui sont prévus dans la ville de Diamniadio sont autour. Et c'est cette combinaison-là du parc des technologies numériques et de tout ce qui va être fait autour de Diamniadio qui va constituer la ville numérique. Et l'intention aujourd'hui du Sénégal, c'est de dire, à partir du parc des technologies numériques, nous allons rayonner autour de toutes les installations qui sont prévues autour de Diamniadio, de Diass et du Lac Rose. Et c'est ce grand complexe-là que nous voulons rendre smart grâce au parc technologique qui est prévu. Et donc c'est cela le projet de ville numérique d'une manière générique qu'on a l'intention de faire. Et si vous regardez bien, dans ce parc-là, il y a une grande place qui est réservée à l'outsourcing. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, relancer la croissance dans le domaine, diversifier les sources de la croissance, c'est l'investissement et l'exportation. L'exportation, ça passera par l'outsourcing. Donc nous avons un avantage comparatif au Sénégal dans ce domaine-là, que nous allons utiliser à fond dans ce parc technologique pour installer de grandes plateformes d'outsourcing qui vont permettre, comme l'a dit ce matin également Thierry Breton, d'exporter des services. Nous espérons seulement que cette exportation-là sera au profit de l'économie sénégalaise, parce qu'on peut exporter des modules qui ne rentreront jamais dans la comptabilité sénégalaise, qui nous feront de la création d'emplois, mais derrière, nous souhaitons que cette exportation-là de services puisse rentrer dans la comptabilité, dans la balance commerciale sénégalaise, parce que c'est ça qui va nous faire porter notre croissance aux chiffres que nous souhaitons. Il y a également d'autres choses que nous avons prévues dans ce pacte, c'est évidemment les data centers. Nous avons des projets de data center et cette plateforme sera ouverte au secteur privé qui veut venir investir et s'installer. Nous mettons en place la base, aujourd'hui avec l'appui de la BAC, qui nous a permis de faire l'étude de faisabilité du parc des technologies numériques, qui va nous permettre de démarrer les travaux en 2015. Mais il est évident que la réalisation et l'implantation ne se fera que par le privé. Nous faisons les premiers travaux d'aménagement, d'installation des bâtiments et du minimum requis pour faire un appel aux investisseurs, mais tout le reste sera fait par le secteur privé. Donc aujourd'hui, la démarche que nous avons, c'est d'aménager au minimum cet espace de 25 hectares et d'ouvrir le reste au secteur privé et surtout d'amener tous ceux qui vont s'installer autour de Diamniadio, de Diass et du Lac Rose, de sentir qu'il y a une plateforme numérique ici qui va leur permettre d'intégrer le numérique dans toutes les activités. Donc voilà ce que je voulais dire dans une première intervention. Je vous remercie. Monsieur Ndiaye, je pense que vous avez tendu la perche à Karim aussi. Karim, le secteur privé a attendu dans ce projet, vous l'avez entendu. Mais quelle pourrait être votre contribution en tant que secteur privé et quels sont vos atouts que vous pouvez mettre en avant, mais aussi quelles sont les difficultés, vos attentes pour être partie prenante de tout ce projet, de toute cette stratégie de transformation d'une ville, mais au-delà de la ville du Sénégal. Merci. Tu m'as donné le bâton. Je vais prendre le bâton. Je pense qu'en fait, ce qui est dommage, le Ghana a son parc technologique. Le Kenya est en train de faire son parc technologique. Le Maroc a son parc technologique. La Tunisie a son parc technologique. Et nous, on continue à faire des parcs technologiques. Dubaï a son parc technologique, etc. Donc aujourd'hui, on est dans une dynamique qui a changé. On a un projet de parc technologique d'ailleurs qui est un peu mort dans l'œuf avec le Technopole, pour diverses raisons. Mais on a un changement radical en fait du paysage mondial qui est en train de s'opérer. Changement mondial dans le sens où on a une transformation, d'ailleurs on voit, les grands groupes parlent de transformation digitale. L'économie mondiale est en train de se transformer. C'est ce qu'on est en train d'observer sous nos yeux. Et c'est tous les secteurs qui sont impactés. Tous les secteurs impactés
portés par le pouvoir transformateur que l'on voit effectivement des technologies de l'information. Et face à ça, on est confronté en même temps, et avec des technologies qui évoluent à une vitesse qu'on n'a jamais vue. Ce matin, effectivement, Thierry Breton a parlé des données qui croissent à une dimension qu'on n'a jamais imaginée. Donc on a une masse de savoir qui est en train de se projeter. Mais en plus, on a des technologies qui évoluent de manière exponentielle. C'est des technologies qui, en termes de capacité, doublent quasiment tous les 1 à 2 années. En termes de capacité. Donc on peut faire des choses aujourd'hui qu'on n'aurait jamais imaginées. C'est-à-dire la puissance qu'on a dans un smartphone était inenvisageable lors du lancement des ordinateurs portables. C'était une pièce comme ça qui traitait les données. Et donc il faut réaliser toute cette évolution et la vitesse que ça fait, et donc quelque part tout ce que ça permet, parce que quelque part, et je pense que c'est un peu le problème qu'a malheureusement les pouvoirs publics, ça va trop vite. Le pouvoir public doit prendre du temps à digérer, à prendre des décisions qui forcément engagent et sont fortes, et donc il y a des choses à trancher. Et on le voit, pas qu'au Sénégal, c'est dans tous les pays qu'il y a cette problématique à chose. Mais ce qu'on voit aussi émerger, c'est cette dynamique qui est portée par Internet, d'approche collaborative, d'approche distribuée. Qui aurait imaginé qu'un Google serait venu avec un produit qui est gratuit, en fait? Et donc, on a des business models qui sont complètement révolutionnés. On a des entreprises qui sont toutes challengées, c'est-à-dire tous les leaders mondiaux aujourd'hui sont challengés dans leur modèle et sont en train de se reconfigurer. On a des pans entiers de secteurs qui sont en train d'être revus, l'école est en train d'être revue, etc. Un ingénieur aujourd'hui sort, il est déjà has-been. Davos aujourd'hui traitait de la question des emplois et disait que les emplois les plus demandés aujourd'hui n'existaient pas il y a 4 ans. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit gérer, c'est le changement. Ce qu'on doit gérer, c'est donc un écosystème qui soit vertueux et qui accompagne cette transformation. C'est ce qu'on essaye de faire avec Jocolab. On n'est pas tout à fait un incubateur, j'aime bien le répéter. Et donc, on doit avancer ensemble. Mais pourquoi aussi? Si vous regardez bien, la plupart des grandes avancées aujourd'hui en termes de recherche et développement ne se font plus dans les laboratoires. Ça aussi, c'est une grande nouveauté. Et donc, on voit beaucoup c'est pour ça qu'on voit des rachats, en fait, et après de la structuration et de la mise en vente. Mais les innovations sont en train de se faire aujourd'hui par la base. C'est bottom-up. Et ce n'est pas pour rien que la plupart des groupes commencent à avoir une approche d'innovation ouverte, d'innovation communautaire, et donc sont en train de s'ouvrir. Encore une fois, un exemple très fort, c'est Google. Se rattacher, et donc innovation ouverte, qui implique différents acteurs. Du privé, des usagers, si on parle donc de la ville, du secteur privé, et donc multi-acteurs. Et donc, tous ces acteurs-là arrivaient à faire échanger pour faire émerger de l'innovation. Donc, on met en condition. Et là, du coup, j'aime bien... L'Afrique, c'est des villages, mais il y a des projets en cours. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut plutôt qu'on rentre, un peu comme Alex l'a présenté au départ, plus vers un projet plus ambitieux qui, effectivement, prenne en compte tous ces différents aspects. Ça, c'est une réalité qui est en train d'émerger au Nigeria. On n'est pas en train de parler d'un projet, un rêve, etc. C'est une réalité aujourd'hui. Donc l'Afrique aujourd'hui, c'est plusieurs réalités. Et donc il y a aussi des expériences qui sont là. On n'a pas besoin d'aller très loin des fois. Qui sont travaillées. Il y a un architecte designer ghanéen, Dike Assaï, qui travaille dessus avec un cabinet américain, etc. On a d'autres modèles. Il y a le Maroc qui est en train de sortir. Ça s'appelle Anam City. Et donc on voit dedans qu'est-ce qui est pris en compte. Effectivement, mettre à disposition cette capacité de prendre en compte le digital, les infrastructures, etc. Le Maroc est en train de le faire avec l'OCP, sur d'ailleurs une zone qui était en perte, puisque c'est une ancienne zone industrielle du phosphate, qui sont en train de vouloir redonner vie avec le numérique. Et donc on voit aussi que, effectivement, le numérique n'a plus de frontières. Internet. Et je pense que là aussi, c'est peut-être quelque chose qui pose problème aux dirigeants, puisque forcément on travaille pour un État, donc pour un espace territorial bien délimité, alors qu'aujourd'hui on a une économie numérique et des multinationales d'ailleurs qui interviennent à un niveau mondial. Et donc ils n'ont plus forcément d'une logique complètement territoriale. Et là ça pose aussi un deuxième problème. Quand je vois un Facebook,
Facebook, c'est un jeune dans sa chambre qui a développé le truc et aujourd'hui il a révolutionné la planète. Comment est-ce qu'on fait, on l'a dit souvent, pour avoir un Facebook sénégalais? Le peer-to-peer, même chose, le jeune voulait télécharger pour son copain des musiques rap, et boum, il a révolutionné tout le système d'échange. Maintenant, on utilise ça pour Skype, c'est la technologie qui est derrière, etc. Et autres, ça a été racheté des milliards de dollars. On peut en citer plein comme ça. Et ça commence à toucher le monde matériel. Quand on parle des imprimantes 3D, quand on parle... aux États-Unis, on parle d'imprimantes 3D pour produire de la viande. C'est pour vous dire que les technologies sont en train d'évoluer tellement vite qu'en fait, on n'a même pas idée de tout ce qui est en train d'émerger. Donc, parce qu'il y a les biotechnologies qui sont en train d'arriver, etc. Donc, aujourd'hui, vous avez la Paillasse en France, qui est un espace collaboratif dans lequel a émergé des licences de recherche en biotechnologie juste par de l'approche collaborative. Alors qu'à l'origine, on serait dit il fallait investir dans un grand laboratoire de recherche avec des chercheurs et tout ça. Donc, on voit, la NASA a un grand programme, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la ville est peut-être l'opportunité pour le Sénégal d'avoir un pôle effectivement extrêmement avancé, mais qui n'oublie pas le reste effectivement du territoire, et donc qui se connecte donc avec une logique d'écosystème, et qui se connecte avec même les autres collectivités, etc., qui se connecte aussi avec tous les acteurs pour donner en fait créer en fait la potentialité de libérer ces nouvelles trucs. On voit bien que dans les smart cities justement, les usages sont pensés avec les usagers. L'exemple qui a été donné ce matin par Thierry Breton, où on a donc Atos qui justement fait de l'innovation ouverte en interpellant les universités et autres en faisant une compétition, faire émerger finalement des innovations, qui les prend, qui les structure et qui les industrialise. On est un peu dans ce schéma-là. Et donc comment l'acteur, on a vu la ville de Paris le fait, enfin il y a plusieurs acteurs qui le font, même des acteurs publics. Si on prend la France, parce que Jocolab est présent aussi en France, on a un centre d'innovation à Nanterre. On a des acteurs franciliens qui font ça, des appels à projets, des choses donc pour dynamiser. Et du coup, on peut voir émerger des acteurs qu'on n'aurait jamais imaginés. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui avoir une rupture dans le système de pensée et donc pouvoir l'accompagner. Et finalement, c'est un peu un grand terrain de laboratoire qu'on fait, mais clairement, il faut aujourd'hui effectivement intégrer cette logique de lien social. Pour la petite histoire, quand en 2000 le président Wade était venu en poste, je pense qu'il nous avait tous appelés pour parler de comment il allait réformer l'aéroport, pour voir comment on allait le faire. Alors c'était unique, tout le monde était là, les architectes, etc. On a dit comment on pense le Sénégal de demain et comment on voit le Sénégalais de demain et donc dans quel urbanisme on veut le voir vivre. Et je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire là, on veut créer le laboratoire pour voir quel va être le Sénégal de demain, voir l'Afrique de demain et comment on permet son émergence avec tous les acteurs. Numérique, véritable catalyseur et accélérateur de croissance. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous quatre, vraiment, d'avoir respecté le deal. Mesdames et messieurs, ils ont fait cet effort de ramasser leurs propos pour vous laisser l'opportunité d'échanger avec eux. Donc, la parole vous est donnée. Profitez-en. C'est toujours la première question qui est la plus délicate qui va se lancer. J'espère que vous... Voilà. Au fond de la salle. Bonjour tout le monde. C'est Ahmad Bambambake de l'École supérieure polytechnique. Je félicite déjà tous les 3 ou 4 représentants qui sont présents dans le panel. La question qui vient va se baser sur un mot important qu'a cité Karim Sy, à savoir l'urbanisation. Quand on parle d'une nouvelle ville et qu'on parle d'urbanisation, notamment qu'elle soit numérique ou pas, il y a plusieurs couches qui interviennent. La couche administrative. Quand on parle d'une ville, on a des entités administratives qui vont gérer l'eau, qui vont gérer l'électricité, etc. Qu'en est-il pour notre ville numérique? Est-ce qu'on l'a pensé ainsi? Il y a une identité qui vient avec une ville. Il y a une forme de psychologie qui vient avec. Les interactions sociales, les interactions humaines changent de nature. Et à ce moment-là, on ne peut pas parler de ville si on ne prend pas en compte une nouvelle vision de l'interaction humaine. D'autres points aussi, la santé. Au-delà même de toute activité économique, la santé, la sécurité,
le transport. Ce sont tous des objets qui vont venir se rajouter à cette vision d'une ville numérique et pour lesquels on a besoin d'un certain type de standard ou d'un certain nombre de standards pour lesquels aussi il y a besoin d'une entité. Donc la question que je poserai peut-être à M. Ndiaye, qu'en est-il de ces entités soi-disant administratives qui sont là pour normer, organiser une ville au véritable sens du terme, qu'elle soit numérique ou pas? Merci. Dans les années 2000, il y avait 2 études qui ont été faites. L'une par Annie Chenoloke, qui avait dit que dans l'avenir, pour l'Afrique de l'Ouest en général, on va proposer un câble pour pouvoir connecter toute l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas aujourd'hui où est-ce que ces études-là, est-ce que le Sénégal tient compte de ces études-là ou non. L'autre, M. Negroponte, avait proposé pour l'Afrique un ordinateur qui coûterait en moins de 100 € pour que les Africains soient connectés en général. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que nous avons fait de ces études-là. Merci. Bonjour, je suis Mamadou Fati, je suis RSSI. Donc, lorsque je pose une question pour la stratégie, ça sera en partie pour la sécurité. En fait, on est en train de parler de la stratégie, c'est-à-dire de partir d'un point et d'avoir une direction. Mais quels sont les garde-fous qu'on a pris pour qu'en chemin, quels sont les garde-fous qui sont pris qui pourront nous ajuster lorsqu'il y a égarement, éventuellement, dans l'atteinte pour la cible. Et là, je parle pour la partie sécurité, quels sont les outils qui sont mis en place. Si éventuellement, dans cette ville, il y a des manquements, quels sont les dispositifs qui sont pris? Et si ces dispositifs, qui doit les prendre? Qui doit aider, par exemple, la justice à étayer ces décisions? C'est-à-dire, et là, je parle qui va aider la justice à chercher les preuves concrètes pour dire que tel et tel acte sont des infractions numériques. Merci. Merci beaucoup. On va répondre à cette série de questions. Monsieur Ndiaye, je pense. De Monsieur Mbaké, je voudrais juste rappeler une chose importante. Je ne sais pas si vous avez lu le numéro de CIO Mag où, je crois, Diallo a traité de la mutation qui s'est faite entre les technopoles jusqu'au Smart City. Donc, toutes ces mutations-là qui ont été connues entre ces différentes étapes. Alors, ce que je dois rappeler, c'est qu'au Sénégal, nous avons toujours eu des projets que nous n'avons jamais réalisés. On est parti, à l'époque, on est parti du Technopole. En 1996, tout le monde connaît la mission du Technopole. Rien. Ensuite, après, 2004, la loi qui a créé le cybervillage. Tout le monde s'en souvient. C'est une zone particulière, cybervillage, vous vous y installez, vous faites les IT, c'est exonéré d'impôts. Il y a beaucoup de choses qui ont été proposées. Absolument rien. 2 entreprises installées, comment ça s'appelle, ADIE et Sonatel. C'est tout. La RTP avait même un terrain là-bas qu'ils n'ont pas voulu occuper à l'époque. Alors, résultat des courses, on en est au point mort. La seule structure qu'on a ici, aujourd'hui, qui a été créée sous l'impulsion de l'institutionnel, c'est le CETIC, Dakar. Diocolab, c'est une initiative privée. Bref, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire que aujourd'hui, on est conscient qu'il faut voir grand. Ce qu'on a vu ici, ce qu'on a vu au Kenya, au Ghana, au Nigeria, c'est très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faut commencer. Quand on nous a proposé le projet du CETIC, l'incubation, à l'époque, on avait des grands projets, mais on nous disait qu'il fallait commencer par incuber. Et on a commencé par incuber dans un petit immeuble, à récupérer 8 entreprises, à les incuber. Aujourd'hui, c'est notre fierté. Et si on se met à avoir des grands projets, des éléphants blancs, on ne s'en sortira pas d'ici 2025. Alors, l'idée pour nous ici, c'est de dire, en tout cas, depuis qu'on a pris les choses en main au niveau ministériel, c'est de dire, allons-y, commençons par un parc des technologies numériques de 25 hectares, installons des bâtiments prêts à l'emploi, installons des data centers, installons tout ce dont les entreprises ont besoin pour venir s'installer au Sénégal, installons toutes les plateformes dont rêve le secteur privé sénégalais.
Commençons par ça avant d'aller vers une ville. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à concevoir la ville. La réponse, c'est que nous n'avons pas encore conçu un projet de ville numérique. Nous avons conçu un projet de parc des technologies numériques qui est le cœur de la ville, à partir d'où vont se déployer les infrastructures de la ville. Et le projet, c'est autour de l'axe Diamniadio-Diass et le lac Rose. Et derrière, on va concevoir maintenant le projet avec tout ce qui va derrière, en termes d'urbanisation, en termes de liens sociaux, en termes d'infrastructure. C'est une autre étape. Donc, nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Aujourd'hui, on parle de parc des technologies numériques, qui est un cœur de l'activité. Et l'étude de faisabilité qui a été réalisée ne concerne que cette partie-là. Donc toute la partie urbanisation, nous n'avons pas encore réalisé. L'étude ne concerne que la partie environnementale, business, modèle d'affaires et IT. Donc voilà ce que je voulais rajouter comme information. Mais justement, on a cette chance que cette fois-ci, il y a quelque chose qui va démarrer. Il ne faudra pas qu'on fasse aussi l'erreur de ne pas voir quelle va être l'évolution de ce parc technologique dans le futur. C'est-à-dire d'intégrer dès maintenant la dimension, peut-être dans un niveau beaucoup plus faible, de ce que peut être une ville. Dans la mesure où, je voudrais juste aller un peu plus loin, dans la mesure où, aujourd'hui, la problématique qui se pose est une problématique déjà de ressources partagées. Les ressources partagées, c'est une problématique déjà de régulation et de texte. C'est-à-dire aujourd'hui, si on ne va pas, comme j'ai dit, il faudra mettre en place cette infrastructure partagée pour tous les acteurs qui sont à l'intérieur. Il faut donc aller au-delà. Et à partir de, je suis d'accord avec Malik, hein, c'est qu'à partir de ce niveau-là, je pense qu'après on peut essaimer et aller plus loin. Donc c'est un premier niveau, mais il ne faut pas aussi qu'on en arrive aussi, Malik, à avoir justement ce qu'on a au Technopole. On a l'ADIE, on a la Sonatel, et puis c'est très difficile après pour faire passer une fibre entre les deux. Parce que, oui, il y a des problèmes de facture. Il faudrait que derrière, dès qu'on met ces deux entités, on met la fibre entre eux et puis ils sont obligés de communiquer. Il faut qu'on en arrive à ça. Deuxième aspect important peut-être aussi, c'est qu'on mette les prémices de tout ce qui est mis en place, de ce qu'ont besoin ces acteurs qui vont venir là-bas, ces structures qu'on va mettre. C'est tout ce qui est Big Data, ce sont les données sur lesquelles ils vont travailler, ce sont les moyens avec lesquels ils vont travailler, et je pense que c'est important. Donc, bon, sans vouloir déroger, mais je pense que c'est des steps sur lesquels quand même il faut simplement qu'il y ait une ligne directrice. Je voudrais répondre peut-être très rapidement à la dame, malheureusement elle n'a pas cité son nom, qui parlait des études d'Annie Chenoloke concernant un truc. Je crois qu'Annie Chenoloke a une vision géographique. C'est une géographe qui s'est intéressée au TIC et qui a vu une vision géographique, donc c'est-à-dire dans l'espace. De voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une espèce où justement peut-être ces frontières géographiques sont complètement éclatées. Et je pense que ce qui était vrai à l'époque où on cherchait à voir n'existe pratiquement plus. Parce qu'aujourd'hui, ces dorsales, elles préexistent de par ce que les gens ont fait. La communication a sauté les frontières. Donc je pense que derrière, aujourd'hui, on est dans un autre paradigme. Et j'aime bien Annie. Annie, c'est une amie. Hein, on a travaillé, elle est de Bordeaux, je la connais bien. Mais je crois qu'aujourd'hui, le paradigme géographique, justement, stricto sensu, a complètement éclaté. Je ne reviendrai pas sur le laptop, mais je pense que peut-être de Negroponte. Mais ça, je vais laisser à Karim, non plus. Mais je pense qu'aujourd'hui aussi, le laptop PC, je crois qu'aujourd'hui on a ça, parce que tous nos terminaux sont devenus intelligents à des prix défiant toute concurrence. Et donc je pense que derrière, c'était une vision extrêmement intéressée. Elle continue avec ce qu'on appelle le X0, qui est un peu un petit ordinateur éducatif, mais à but essentiellement éducatif. Et je pense qu'aujourd'hui, on a bien dépassé ce paradigme, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'Internet des objets. On n'est plus dans l'Internet des ordinateurs, on est dans l'Internet des objets, et ça en dit long sur ce qui est devenu un peu ce concept. Merci. Je pense que pour aller dans ce sens-là, hein, si on parle de la géographie, ça va à tel point que le Canada, par exemple, aujourd'hui, si vous avez un accord avec un venture capitaliste, vous avez un visa d'office. C'est le premier pays au monde à avoir introduit le visa pour les entrepreneurs. On est dans une course pour la croissance. Les États-Unis sont en train de le faire. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une dynamique où on parle d'espace et de choses, on cherche des talents. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour libérer les talents au niveau du Sénégal?
on nous parle technoparc, on dit d'aller plus vite. Si je prends le Maroc, où on est en train de s'installer, d'ailleurs au niveau du technoparc de Casa, qu'est-ce qu'on voit? Ils ont pris un espace, qui est un immeuble immense, 8 étages, etc., qui avait été fait pour la douane. Le roi a visité, il a dit jamais. Et donc, il l'a donné, en fait. Donc, c'est un projet public-privé qui a été monté. Et aujourd'hui, c'est 10% du PIB du Maroc, le technoparc de Casa, avec une cinquantaine d'entreprises qui tournent chaque année, etc. Et tout l'écosystème qui est en train de s'organiser autour et de se mettre en lien donc, avec différents liens. Et on voit bien, donc, on est dans une autre dynamique. Parce qu'en plus, ils sont dans la ville. Parce que un opérateur aussi économique, il faut voir de qui on parle. Mais effectivement, si on veut faire de l'outsourcing, on peut s'enfermer dans des immeubles. On l'a vu en Inde, on l'a vu dans différents trucs. Donc on fait des parcs presque à bestiaux d'opérateurs. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose de simple. C'est vrai qu'effectivement, on n'a pas besoin de 25 hectares. On n'a pas besoin d'autant d'argent. Je pense donc, comment optimiser ça, en faire plutôt que justement de localiser, arriver à créer cette espèce de réseau distribué qui va entraîner tout le Sénégal, je pense, et je sais que c'est l'objectif que vous avez en plus, mais au lieu de le voir centralisé au niveau géographique, il faut commencer à le voir décentralisé aussi de par le réseau et de sa capacité à toucher tout le monde. C'est dans cette logique-là. Mais bon. Oui, Je vous numérique n'est pas un projet du ministère qui lui appartient, ni de l'État. En fait, c'est un projet qui est destiné aux acteurs. Donc, toute la réflexion doit être portée aussi par les acteurs. Quand les consultants mandatés par la BAD ont travaillé, ils ont fait le tour de toutes les parties prenantes pour discuter avec elles. Et au moment de la restitution également des premières études, tout le monde était invité. Ça veut dire que la réflexion se poursuit. Nous ne le faisons pas, l'État ne le fait pas pour les structures administratives. Elle le fait pour diversifier les sources de la croissance. Donc ça veut dire que tout ce qui est dit ici doit être pris en compte et va être rajouté dans les études pour une amélioration de ce qui va être fait. Donc tout est ouvert à ce stade-là. Rien n'est encore fait. Voilà. Les mécanismes de contrôle, un petit peu les garde-fous, comme vous les appelez, sont effectivement très très importants, surtout lorsqu'on parle de la sécurité des données, dans le numérique, etc. Mais pour moi, ce qui est particulièrement important, c'est vraiment d'inclure un maximum de partenaires, un maximum d'acteurs, hein, donc dans la vie numérique, ce qui est un point très très important. Monsieur Ndiaye a eu la gentillesse de rappeler que le CETIC est la seule initiative institutionnelle à avoir fonctionné, donc ce dont je suis particulièrement heureux, bien sûr. Et alors, le CETIC, qui n'est pas une ville numérique bien sûr, mais qui peut être conçu comme un très très petit immeuble numérique ou comme une très petite maison numérique, effectivement une initiative qui vient de l'action de plusieurs organismes différents, donc certains étatiques, certains du secteur privé, certains non gouvernementaux comme la Banque mondiale, etc. Je n'irai pas jusqu'à les citer. Et je pense que ça donne des repères à toutes les personnes qui participent à l'initiative de se dire que on a différentes personnes à qui on peut s'adresser, qui sont derrière la création même de l'incubateur, en cas de contentieux ou bien lorsqu'on a besoin de planifier une activité ou un événement. Donc je pense que c'est très très important déjà pour répondre à cette question. Certes, d'un côté d'avoir des organismes de contrôle qui sont là pour, entre guillemets, faire un petit peu la police, mais je pense que c'est profitable à tout le monde lorsque des organismes différents, des ministères différents, des organismes différents qui ont des intérêts distincts, qui ne sont pas tous les mêmes, qui sont capables de collaborer ensemble, de travailler pour arriver à un résultat commun. Donc je pense que c'est pour répondre à cette question spécifique. Merci beaucoup. Et puis, on s'en tiendra là. Monsieur? Je m'appelle Amadouli. Je suis membre du collège de régulation, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. J'interviens surtout pour apporter une contribution enfin, par rapport au projet de la ville numérique. Je pense que la question a été abordée et présentée très très bien. Qu'entendons-nous par la ville numérique? Ça peut être vu comme étant une ville physique et virtuelle en même temps. Mais comme l'a dit Malik, souvent notre problème c'est que souvent on a de très 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 grands projets et on n'arrive pas à faire les grands projets. Mais on peut partir étape par étape. Mais là on a une opportunité de poser les vraies problématiques de mise en œuvre d'une ville numérique. On ne peut pas aujourd'hui développer les usages, les applications sans pour autant penser à la couche de base. C'est vraiment le cœur de l'activité numérique sur laquelle on doit travailler. Et on a une opportunité. Et pourquoi cette opportunité? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de refaire l'eau chaude ou l'eau froide,
c'est comme on le prend. On a benché, on a vu ce qui a été fait partout, partout, partout. On est à une échelle d'un village. Vu comme ça, c'est un village. On peut aujourd'hui, en mutualisant les infrastructures, tous les flux qui passent dans le sous-sol, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit la fibre optique, appréhender à travers les différents acteurs qui interviennent. Vous avez parlé de l'ADIE, vous avez parlé de Sonatel. Il faut parler des autres opérateurs aujourd'hui qui travaillent au niveau national. On se rend compte très facilement que quand les infrastructures télécom existent au Sénégal, elles sont doublées. Elles sont en double. Vous prenez la fibre optique au Sénégal, vous voyez que vous avez la fibre de Sonatel, vous avez la fibre de Expresso, vous avez la fibre de l'ADIE qui sont en parallèle, qui ne se recoupent pas. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la régulation, du partage des infrastructures. Et pour moi, c'est là le vrai travail qu'il faut faire pour dire que le Sénégal n'est pas pauvre en infrastructures, mais ses infrastructures ne sont pas convergées. Travailler d'abord sur ça. Et ensuite, se poser la question à savoir qu'est-ce qu'il nous reste à construire. Qu'est-ce qu'il nous reste à construire pour avoir des infrastructures numériques fiables au niveau du pays. Et c'est dans ce sens-là seulement que Diamniadio constituerait un laboratoire. Un laboratoire où véritablement on partirait d'un guichet unique. Moi, je dirais un guichet unique. C'est quoi ce guichet unique? Ce guichet unique permettrait, à l'image de ce qui a été fait en France, de pouvoir dire aux opérateurs d'infrastructure, aux opérateurs des opérateurs, à tous les gens qui interviennent sur les réseaux, que voilà le tracé qui existe et que chacun soit obligé de déclarer son infrastructure. En fait, c'est un message pour le ministère des Télécoms, pour l'ensemble des opérateurs, en tout cas l'État, pour dire qu'aujourd'hui, on a l'opportunité, à travers ce guichet unique, de faire déclarer l'ensemble des acteurs qui ont des infrastructures, pour dire voilà mon infrastructure où ça existe. Voilà comment on peut mettre ça en place. Voilà les contraintes que je dois faire, moi, premier opérateur d'infrastructure, qui installe un réseau dans cette ville numérique. C'est ce qui est fait en France. Vous êtes Bouygues Télécom, vous êtes Axiom, vous avez un partenariat avec une collectivité, Axiom c'est un opérateur d'opérateur, Bouygues c'est un opérateur télécom, vous installez une infrastructure, vous avez les contraintes qui sont définies par l'ARCEP, qui disent que, en construisant votre réseau, vous êtes tenu de mettre autant de fibres, autant de fourreaux pour les autres. Une fois qu'on réfléchit de cette manière-là, on peut arriver à construire très rapidement notre réseau sans passer par les autres, sans passer par les autres cases de départ, où sont passés les opérateurs historiques. Je m'explique. Un opérateur comme Orange... Monsieur Lee, oui, est-ce que vous pouvez... Je vais terminer. Je veux dire qu'on n'est pas obligé de faire comme les autres. On peut construire tout de suite notre réseau tout numérique en faisant ensemble et en travaillant ensemble avec les bons acteurs. Moi, je vous remercie puisque le temps court. Merci. De partager avec vous vos idées. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une question? Une dernière? Allez. Non? Ben écoutez, je vous remercie. Merci pour tous ceux qui ont profité de cet excellent panel.